Je vais aller voir Jean-Baptiste, moi, juste pour rire un bon coup. Parce que... Peut-être pas me casser grand-chose, mais je vais aller le voir. On approche de la fin. Au fond, si l'esprit d'aventure, au fond, avec de l'humour aussi, on vient de le voir, l'esprit d'aventure, est-ce que c'était ça qui caractérise le mieux la montagne et les montagnards? De rejoindre, non pas pour se refermer sur nous-mêmes, mais bien au contraire, pour s'ouvrir au monde, la cohorte, je ne sais pas moi, des grands navigateurs, des grands explorateurs, des grands voyageurs et des grands inventeurs. Vous vous souvenez évidemment des Jeux de 92. Une graine dans le sol savoyard qui a poussé tout de suite et qui a donné ce que l'on sait, la réussite des Jeux. Mais savez-vous que depuis, cette graine, comme une plante invasive, elle a un peu continué son parcours, un peu en dessous du sol, et elle a fait école. Jacques Lambert était préfet de Savoie et coordonnait les services de l'État en 92. Il a été ensuite directeur du comité français d'organisation de la Coupe du Monde 98, et aujourd'hui, figurez-vous qu'il est président de l'Euro 2016. D'après vous, est-ce que c'est un hasard? Réponse. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. En 1992, c'était il y a 22 ans déjà, Albertville et la Savoie ont ouvert une voie, celle de l'expertise de la France en matière d'organisation des grands événements sportifs. À l'époque, Albertville a fait une triple démonstration, celle de l'ambition, celle du professionnalisme et celle de l'engagement d'une région tout entière derrière un grand projet. Qu'est-ce qu'il en reste dans la mémoire populaire aujourd'hui? Globalement, celle d'une grande réussite, celle d'un événement fondateur. De façon plus précise, certainement beaucoup plus la cérémonie d'ouverture ébouriffante de Philippe Découfflet que les résultats sportifs, et notamment ceux de la délégation française. D'ailleurs, si on avait eu un petit peu de temps et un peu de matériel adéquat, j'aurais été curieux de faire un sondage parmi vous pour voir si vous vous souvenez combien les Français ont gagné de médailles à Albertville. Combien on a eu de médailles d'or? Qui? On ne va pas le faire parce qu'on n'en a pas le temps, mais je ne suis pas certain, sauf parmi les grands champions qui sont ici dans cette salle, qu'il y ait beaucoup de bonnes réponses. Et ça, c'est le premier enseignement que je voudrais tirer. C'est qu'un grand événement sportif ne met pas seulement en valeur la performance sportive. Il expose les compétences, les richesses, le patrimoine du pays organisateur. Et en 92, les Jeux d'Albertville et de la Savoie ont montré l'image décapante d'une France imaginative, jeune, décalée, qui ose et qui crée. Et dans la voie que Michel Barnier et Jean-Claude Killy ont ouverte, beaucoup d'autres sports et beaucoup d'autres organisateurs se sont engouffrés avec gourmandise d'abord, avec succès ensuite. Et la France, en 20 ans, s'est construit une très solide réputation de savoir-faire et d'efficacité dans l'organisation des grands événements. Et il y a finalement un arbre qui cache la forêt, ce sont les Jeux olympiques d'été. Cet arbre, il laisse penser que la France échoue régulièrement dans ses processus de candidature. Et c'est vraiment l'arbre parfait qui cache la forêt, parce que la réalité, elle n'est pas du tout celle-là. La réalité, c'est qu'en 26 ans, en allant jusqu'en 2018, c'est-à-dire des compétitions déjà attribuées, la France a organisé à peu près tous les grands événements sportifs
mondiaux ou continentaux auxquels elle pouvait prétendre. 23 événements en 26 ans. Aucun autre pays dans le monde, je dis bien aucun autre pays dans le monde, n'a fait mieux. Et donc, deuxième enseignement, en matière de grands événements sportifs, la France est un organisateur performant et c'est un organisateur reconnu comme tel dans le monde entier. En 1998, avec la Coupe du monde de foot, l'événement sportif a basculé dans l'événement tout court. Et il a suffi finalement de 3 buts dans cette soirée un peu magique du 12 juillet pour que un grand tournoi devienne un fait de société. Qu'est-ce qu'on garde aujourd'hui dans l'imagerie populaire de France 98? D'abord, la victoire d'une équipe qui était une équipe seulement en devenir et d'un entraîneur totalement vilipendé par la presse, et notamment par l'équipe, et auquel personne ne donnait grande chance avant le début de l'événement. Et puis surtout, après la victoire de l'équipe de France, le basculement d'un pays tout entier dans une sorte d'exultation collective, dans, je dirais, une célébration païenne, un peu spontanée, et puis aussi dans une sorte d'outrance, et je dirais presque dans une forme de délire. Et la victoire d'une équipe, la victoire d'un groupe d'hommes est devenue soudainement le triomphe d'une nation. La cohésion de l'équipe, qui transcendait la personnalité forte de très bons joueurs, de grands joueurs, s'est muée en une sorte de surgissement de ce qu'on a appelé la France black, blanc, beurre, symbole d'union, symbole de cohésion, invincible. Le rêve, pour ne pas dire le délire, n'a duré qu'un été. La victoire de la France, de l'équipe de France, elle demeure, elle est indélébile. Mais le fait de société, il a disparu pratiquement aussi vite qu'il était né. Et personne ne s'était bien rendu compte, d'ailleurs, je dirais, du côté réversible. Parce que ce que l'on a célébré en 1998 de façon excessive, comme le résultat de cette fusion ethnique, en 2010, on l'a critiqué de façon tout aussi excessive pour les mêmes raisons. Comme quoi, et c'est mon troisième enseignement, autant un grand événement sportif, une victoire notamment, peut fédérer un pays, lui donner de la fierté pour un moment, autant un événement sportif, il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne peut pas dire. En 2016, donc 18 ans après la Coupe du Monde, nous allons organiser un nouveau grand événement de foot, le championnat d'Europe, l'Euro. L'Euro, 24 équipes en présence, 51 matchs, un mois de compétition, 10 villes hôtes, 2,5 millions de spectateurs attendus, donc incontestablement un grand événement sportif, par son impact médiatique, le troisième de la planète après les Jeux et après la Coupe du monde de foot. Pourquoi est-ce que la France, et particulièrement le football français, ont voulu cet événement? Pour un objectif essentiel, qui était de trouver l'opportunité de lancer un grand programme national de modernisation des stades en France. Et de la même façon qu'en 1992, ici, le désenclavement de la vallée de la Tarentaise
et la stimulation de l'industrie des sports de neige était le fondement économique de la candidature d'Albertville et de la Savoie, autant pour 2016, la volonté, elle est clairement de moderniser les stades. Et le révélateur, ça a été pour beaucoup d'entre nous engagés dans le sport, la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Je dirais une fois de plus, en nous regardant dans le miroir allemand, on s'est rendu compte que la France avait pris beaucoup de retard dans la modernisation de ses stades. Pourquoi ? Parce que depuis 1945, la France n'a construit que 3 stades neufs de plus de 30 000 places, c'est-à-dire les stades de jauge internationale, ceux qui permettent d'accueillir une phase finale de Coupe du Monde ou un Euro. Le Parc des Princes au début des années 70, Nantes, la Beaujoire à Nantes au début des années 80 et le Stade de France. Et en 98, en fait, l'essentiel de l'effort financier a été consacré au Stade de France parce que c'était un stade nécessaire pour accueillir la Coupe du Monde, mais aussi parce que c'était le futur stade olympique de la candidature de Paris. Et en 5 ans d'organisation de l'Euro 2016, nous allons faire mieux que ce qui s'est fait en 70 ans, avec la construction de 4 stades neufs. Lille, le stade Pierre-Mauroy, où se joue ce soir la finale de la Coupe Davis. Un stade de 50 000 places, mais modulable, puisque vous l'avez peut-être vu, la Coupe Davis ce soir, c'est devant 27 000 spectateurs. Les tribunes glissent, le toit se ferme, la pelouse se rétracte, etc. Donc c'est un stade qui est en service depuis 2 ans. L'Alliance Riviera à Nice, qui est lui aussi un stade terminé, qui est en service depuis 1 an. Le grand stade de Bordeaux, qui sera inauguré au mois d'avril l'année prochaine, qui est architecturalement un très beau stade, très original. Ce sont les mêmes architectes que le stade olympique de Pékin, mais dans un style totalement différent. Et puis le grand stade de Lyon, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui aujourd'hui est un projet qui avance très bien. Et ça, c'est le 4e enseignement que je veux tirer, c'est que les événements sportifs les plus réussis, ce sont ceux qui sont adossés à une ambition nationale, qui peut être une ambition géopolitique, une ambition économique, une ambition d'aménagement du territoire, une ambition sociétale. Et quand on regarde ces 20 dernières années, Albertville d'un côté, Barcelone en 92 aussi, la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010 ou Londres en 2012 sont certainement les meilleurs exemples de ces événements réussis assis sur une grande ambition, autre que sportive. Chaque fois qu'on organise un événement comme cela, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, il y a une question lancinante qui revient. Combien ça coûte? Combien ça va rapporter? Qui va payer? Est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce qu'on en a les moyens? Dans une démocratie, je trouve que c'est un débat normal, que c'est un débat sain et nécessaire, mais c'est toujours un débat biaisé. Et pourquoi est-ce que ce débat est biaisé? Je dirais essentiellement pour nous en France pour 2 raisons. 1, parce qu'on connaît toujours les dépenses avant l'événement. Il faut les prévoir, il faut les engager, il faut les financer, alors que les retombées, on ne les connaît que pendant l'événement et bien souvent seulement après, c'est-à-dire au moment où l'événement est totalement sorti de l'actualité. Puis la 2e raison, c'est tout simplement qu'en France, on n'a pas d'outils pour mesurer ce type de retombées économiques globales, immédiates et à terme, directes ou indirectes, de ces grands événements sportifs. Donc, on a du mal à dire des choses précises.
Je vais prendre un exemple. Je ne prendrai pas celui de la Savoie parce que je n'ai pas la prétention de démontrer aux Savoyards et aux professionnels de la montagne que vous êtes ici ce que les investissements publics réalisés pour les Jeux ont apporté. Je vais prendre celui de l'implantation du Stade de France pour la Coupe du Monde. Avant 1998, la plaine Saint-Denis, c'est-à-dire cette zone de la banlieue parisienne qui s'étend entre le périphérique et la sortie de Saint-Denis, c'était considéré comme la plus grande friche industrielle d'Europe. Aujourd'hui, c'est le 3e quartier d'affaires de la région Île-de-France. Tout ceci à cause de l'implantation du Stade de France et des équipements publics, notamment de transport, qui ont été réalisés. Depuis 2000, 1400 entreprises se sont implantées en Seine-Saint-Denis. On a construit 1,5 million de mètres carrés de bureaux et on a créé 25 000 emplois, avec des opérations très symboliques comme celles qui sont mentionnées là. Et voilà le 5e enseignement, et c'est le dernier que je voudrais tirer de ce périple d'une vingtaine d'années dans les grands événements sportifs organisés en France, c'est que si on veut bien en mesurer les effets, positifs comme négatifs, il faut accepter de prendre du temps, il faut accepter de considérer qu'une partie des dépenses ne sont pas seulement des dépenses, mais sont des investissements, et en toute hypothèse, qu'il faut attendre plusieurs années avant de véritablement pouvoir mesurer. Alors ce périple de 20 ans, ça a été aussi le mien. Quand je suis arrivé ici à Chambéry, c'était en août 1990, je savais ce qu'étaient des Jeux Olympiques, je savais ce qu'était une ville olympique, je savais ce qu'étaient des champions olympiques. Je ne savais pas ce qu'était un préfet olympique. Et c'est le titre un peu ronflant dont m'avait affublé le Dauphiné dans l'article qui rendait compte de ma prise de fonction. Ça avait un petit air de « le Beaujolais nouveau est arrivé » et j'étais un peu circonspect sur ce que ça voulait dire exactement. Mais ce que je n'avais pas véritablement mesuré, c'est que c'était d'une certaine façon le tournant de ma vie professionnelle et le tournant de ma vie tout court, parce que cette décision, cette nomination préfectorale un beau matin en Conseil des ministres, sans que j'ai été consulté, bien évidemment, j'ai essayé de la saisir à plein bras et de construire ma propre expertise de l'organisation des grands événements. Et en revenant ce soir, 24 ans après, à Chambéry, à l'invitation de mon ami Jean-Louis, j'ai vraiment le sentiment de boucler la boucle. Et ça n'est pas sans une certaine émotion que je le fais. Voilà, je voudrais dire, comme Jean-Louis l'a dit au moment de cette introduction, que la première fois où il m'a parlé de cet événement, j'ai tout de suite adhéré à l'idée. Je me suis promis en quelque sorte d'être parmi les premiers intervenants, parce que je pense que pour Chambéry, pour la Savoie, c'est un très bel événement. Et je voudrais, puisque c'est moi le dernier intervenant, souhaiter longue vie à Before Winter. Bonne soirée.